Ce soir, au téléjournal, alléger les finances des Saskatchewanais en sortant Sask Énergie de la taxe carbone fédérale, c'est l'objectif du gouvernement provincial. This will be a government decision, and that any potential consequences will not be borne by them. They will be borne by me as minister. Faut-il dissoudre l'association des expositions de Regina, une option qui est envisagée par le conseil municipal? When I talked about all options being on the table, I think it all needs to be looked at from that perspective. Il est mort il y a 138 ans à Regina. Des métis de partout au pays soulignent l'exécution de Louis Riel aujourd'hui. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce téléjournal qui fait faire le tour des actualités en 30 minutes. On commence bien sûr par la Saskatchewan et par cette taxe carbone qui revient sur le devant de la scène. À partir du 1er janvier 2024, la Saskatchewan va arrêter de verser à Ottawa la taxe fédérale sur le carbone. Il a déposé ce matin un projet de loi en vue de faire cela. Il veut modifier la loi sur l'énergie concernant la distribution du gaz naturel dans notre province. Ça devrait permettre à une famille moyenne d'économiser 400 $ sur l'année à partir de l'année prochaine. Une décision qui fait suite à la décision d'Ottawa de suspendre la taxe sur le mazout domestique dans la province des Maritimes. C'est Ernst Jeudi qui va nous en dire plus. Ernst, ce qui est important de comprendre là, c'est qu'avec ce projet de loi, la province veut assurer une protection juridique aux employés de Sask Énergie. Tout à fait, Zoé. C'est qu'avec ce projet de loi, Ottawa ne pourra pas poursuivre les employés de Sask Énergie si la compagnie refuse donc de prélever la taxe sur le carbone. C'est que c'est le gouvernement provincial qui deviendra le seul distributeur enregistré en Saskatchewan au lieu de Sask Énergie. This will be a government decision, and that any potential consequences will not be borne by them. They will be borne by me as minister. This certainly is not a stunt. We take it very seriously. The whole of government takes this very seriously. Et depuis, donc, la Saskatchewan continue de réclamer une exemption pour tous les types de chauffage, notamment celui au gaz naturel, comme c'est le cas pour le mazout dans les Maritimes. En réaction, le gouvernement fédéral dit s'attendre à ce que tout le monde respecte la loi. Il souligne que le cadre de tarification de la pollution a été confirmé par la Cour suprême du Canada. La loi fédérale, Zoé, prévoit que les compagnies, les sociétés qui ne respectent pas la taxe sur le carbone, donc on peut donc emprisonner les dirigeants de ces entreprises. Et c'est donc une obligation pour ces entreprises de respecter la taxe carbone, alors que le gouvernement vient de déposer ce projet de loi. Et oui, des peines qui peuvent aller jusqu'à de la peine de prison. Et comme vous le disiez, c'est quand même assez conséquent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'opposition à Saskatchewan va prendre son temps avant de décider si oui ou non elle va endosser ce projet de loi. L'opposition appelle toutefois les gouvernements provincial et fédéral à s'asseoir ensemble pour trouver une entente pour la suppression de la taxe sur le carbone. We need to still take the time to take a look at the contents of the bill, do our due diligence, consult with legal experts. There's questions around, some of the constitutionality potentially, and so we want to be able to look into those questions before we can kind of give it an endorsement. Zoé, le NPD de la Saskatchewan a demandé une nouvelle fois à ce que le gouvernement suspende la taxe provinciale sur l'essence pour une période de 6 mois. Ça va aider les familles, selon l'opposition officielle, à économiser environ 350 $ par année. Mais cette semaine, le premier ministre Scott Moore a déclaré que son gouvernement ne compte pas suspendre la taxe provinciale sur l'essence et que ce fonds-là va aider à l'entretien du service, à l'entretien du réseau routier. Merci beaucoup, Ernst, de nous avoir fait donc ce petit résumé sur les deux taxes, la taxe fédérale sur le carbone et la taxe provinciale sur les carburants. Avec plaisir. Bonne soirée. La Cour fédérale donne raison à la Saskatchewan, l'Alberta et à plusieurs associations de l'industrie pétrochimique. Elle annule un décret du cabinet Trudeau qui classait les articles manufacturés en plastique comme toxiques en vertu de la loi canadienne sur la protection de l'environnement. La Cour a jugé que ce décret était déraisonnable. Elle estime que la catégorie est trop large car tous les articles en plastique ne sont pas nuisibles. Cette décision pourrait avoir des conséquences sur l'interdiction par le gouvernement des articles en plastique à usage unique, comme par exemple les pailles ou les sacs plastiques.
À Regina, l'avenir de REAL, l'association des expositions, ne tient qu'à un fil. Sa situation financière ne semble pas s'arranger et le conseil municipal considère donc sa dissolution. Perrine Pinel nous en dit plus. Le conseil municipal de Regina considère la dissolution de l'association des expositions de Regina, la REAL, la raison des inquiétudes par rapport à son avenir financier. Et c'est une idée qui a été proposée plus tôt cette semaine par une conseillère de la ville. One scenario that I think really needs to be considered, and for both for the risks that we take it on, but also for maybe there are some cost savings. I don't know. Cette prise de parole a convaincu la ville de demander un rapport sur les activités de la REAL et c'est une firme indépendante, la firme MNP, qui va s'occuper de ce rapport, ce qui va permettre aux conseillers de la ville de prendre une décision par rapport à la potentielle dissolution de l'association. Et la mairesse de Regina estime que c'est une option à considérer. The debt is going to be the debt and the operating is going to be the operating. And so really it's about what are the controllable expenses? What do you eliminate? What community programming do you take out completely to save on some expenses? Selon une étude financière faite par la même firme, donc la firme MNP, REAL ne serait pas capable d'atteindre son seuil de rentabilité. L'étude montre aussi une perte de 5,1 millions en 2022. Et de son côté, le REAL demande un financement de presque 6 millions de dollars. Le conseil exécutif de Regina a demandé au REAL d'organiser une présentation budgétaire pour notamment aborder les défis auxquels fait face l'organisation. La décision concernant la dissolution potentielle sera présentée le 13 décembre. Ici Perrine Pinel, Radio-Canada, Regina. Une nouvelle étape dans l'affaire de la Christian Center Academy à Saskatoon qui a précédé la Legal Christian Academy. Deux anciens directeurs de l'organisme, Duff Friesen et John Olubaboken, ont plaidé non coupables par le biais de leurs avocats aujourd'hui. Ils ont également opté pour un procès à la Cour provinciale. Les deux hommes font face à un total combiné de plus de 20 accusations d'agression. Ils reviendront devant le tribunal au courant du mois et c'est à ce moment-là que les dates des procès seront fixées. Voilà maintenant 138 ans que Louis Riel a été exécuté. Ce chef politique des Métis lors de la résistance du Nord-Ouest a été pendu à Regina en 1885. À Saskatoon, Métis et autochtones se sont rassemblés à la statue de Gabriel Dumont ce matin. Et à Regina, la nation métisse de la Saskatchewan a organisé une veillée en l'honneur de Louis Riel il y a 1 heure à peine. Les participants ont pris part à une marche sur l'avenue Dieudonné. Et une réception a lieu en ce moment même au Centre du patrimoine de la GRC. Toujours à Regina, la pièce de Laurier-Garot, La Nation provisoire, sera lue ce soir à 19h. C'est à l'auditorium du Carrefour Horizon. La pièce sera aussi publiée par les éditions de la Nouvelle Plume dans les prochaines semaines. Et au Manitoba aussi, c'était une journée marquante, encore plus marquante que d'habitude, car Wab Kinew a promis il y a peu qu'il accorderait à Louis Riel le titre honorifique de premier ministre du Manitoba. Magali Chinchilla-Chaput nous en dit plus. L'émotion est forte à la cathédrale de Saint-Boniface. Plus de 80 personnes se sont rassemblées à l'occasion du 138e anniversaire de l'exécution de Louis Riel. Une ambiance de fierté et de deuil entoure sa tombe, où la communauté a placé des couronnes en son honneur. Cet anniversaire se distingue des autres pour l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba. En octobre, le gouvernement a promis d'accorder le titre honorifique de premier ministre du Manitoba à Louis Riel. C'est une déclaration pour le Grand Manitoba. Donc, ça élargit un peu cet honneur, ça élargit ce respect qui lui est dû. Ma plus grande question, ça serait... Un panel a permis aux participants de réfléchir au sujet de l'impact politique de Louis Riel. Pour l'élu de Saint-Boniface, Robert Loisel, attribuer le titre de premier ministre au fondateur du Manitoba est un pas dans la bonne direction. Je pense que cette reconnaissance-là va nous permettre d'avancer en réconciliation, mais en fierté aussi de notre culture, notre patrimoine, notre langue. Selon le député nouvellement élu, Louis Riel aurait dû avoir cette reconnaissance longtemps plus tôt. Please help me welcome Premier Wab Kinew. Il s'agit de la première journée d'hommage à Louis Riel depuis que les néo-démocrates ont accédé au pouvoir. La présence d'un premier ministre autochtone est un symbole fort de cette commémoration. Wab Kinew a pris la parole pendant la cérémonie de la Fédération métisse du Manitoba. Monsieur Riel est aussi la raison que je suis
capable d'être un premier ministre du Manitoba. Pour la communauté métisse, cette journée d'hommage est une occasion de nourrir la fierté croissante des futures générations et du sentiment de justice. He believed in justice. He believed in Manitoba. He believed in the people. Entre-temps, la communauté attend impatiemment la nomination officielle de Louis Riel comme premier ministre du Manitoba. Ici Magali Chinchi de Chaput, Radio-Canada, Winnipeg. Justin Trudeau veut accroître la présence du Canada en Asie et il profite pour cela de la rencontre de la coopération économique Asie-Pacifique. Mais attention, les relations qu'entretiennent le Canada entre la Chine et l'Inde, qui sont deux géants de la région, sont froides, voire même tendues. Laurence Martin nous en dit plus. C'est le nouveau mantra de Justin Trudeau, forger des meilleures alliances dans la région Asie-Pacifique pour se distancer du géant chinois. Et entre le Japon, la Thaïlande et l'Australie, le premier ministre canadien ne met pas toutes ses billes dans le même panier. Mais le Canada est loin d'être le seul pays à tenter de faire contrepoids à la dominance de Pékin. Joe Biden a beau avoir rencontré pendant 4 heures mercredi son homologue Xi Jinping, le président américain le considère encore comme un dictateur et il travaille au même moment sur le cadre économique pour l'Indo-Pacifique, un nouveau partenariat des États-Unis avec 12 pays comme l'Inde, la Corée du Sud, l'Indonésie ou encore la Nouvelle-Zélande, mais pas la Chine. D'ailleurs, le Canada non plus n'a pas été invité à cette table. On serait très heureux de se joindre éventuellement à cette alliance, explique la ministre du Commerce international. Mais plusieurs experts se demandent en quoi les États-Unis auraient avantage à accélérer une adhésion canadienne, alors qu'Ottawa a peu à offrir, ne serait-ce que d'un point de vue militaire. Le Canada est à court de ressources, a très peu à offrir, donc on est très bon à faire des déclarations, voire même développer des stratégies. Mais la mise en œuvre est difficile parce que les ressources ne sont pas au rendez-vous. Par ailleurs, le Canada ne semble pas prêt à relancer ses négociations pour un accord de libre-échange avec l'autre géant asiatique, l'Inde. Selon la ministre, les discussions ne vont pas reprendre tant que le gouvernement Modi ne coopérera pas à l'enquête sur l'assassinat d'un Canadien d'origine sikh en Colombie-Britannique. The focus for Canada is to let the work of the investigation proceed. Le gouvernement Trudeau a beau tenter de renforcer ses liens en Asie, sa position reste fragile dans ce coin du globe. Parce que non seulement il est en froid avec la Chine et l'Inde, mais son apport dans la région est parfois considéré comme limité par certains de ses alliés. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, à San Francisco. On revient au Canada où des réseaux criminels seraient en train de s'emparer du trafic des migrants à la frontière canado-américaine. C'est ce qu'ont découvert Romain Chouet et Martin Movilla. Le reportage complet sera diffusé ce soir à l'émission Enquête. Et en attendant, voici un aperçu. Voici comment des milliers de migrants ont traversé illégalement la frontière cette année. Depuis quelques mois, des réseaux de passeurs professionnels se sont littéralement installés à notre frontière. Et c'est sur certains réseaux sociaux qu'ils multiplient les annonces. Sí, los 5 incluyen todo, de Montréal, el hospedaje, la comida, todo de eso de Montréal. Celui qui parle, c'est Paco, un passeur qu'on a approché en se faisant passer pour un migrant voulant aller discrètement aux États-Unis. Son como 2 horas de caminata más o menos. Lo demás es con puro driver. Paco fait en réalité partie d'un puissant groupe criminel. Et il aurait des liens avec le célèbre cartel de Sinaloa, selon des documents judiciaires qu'on a obtenus. Il y a des indications que le crime organisé est présent afin de faciliter des passages clandestins. Quand on parlait du crime organisé, on parle de quel type de réseau? Lorsqu'on parle de cartel mexicain, on a vu la présence de certains individus au Canada, mais également de d'autres origines ethniques. Et ces réseaux transportent de plus en plus de monde. Rien qu'au mois de septembre, 1000 migrants provenant du Québec ont été arrêtés aux États-Unis, principalement des Mexicains. C'est 4 fois plus qu'à la même époque l'an passé. Selon ce chercheur, ces réseaux profiteraient des nouvelles règles, plus rigides, aux frontières du Canada et des États-Unis. Dès qu'on rend quelque chose
illégale, il y aura de plus en plus l'opportunité, justement, pour des organisations criminelles, pour dire, écoute, maintenant tu peux plus faire ça, mais moi, je peux t'offrir ce service. D'après nos informations, Washington a déjà demandé à Ottawa de tout faire pour enrayer ces passages clandestins. De son côté, le gouvernement Trudeau nous a répondu travailler pour combattre les éléments du crime organisé qui facilitent les réseaux de passeurs. Ici Romain Chuet, Radio-Canada, Montréal. Elle est née et a grandi dans une famille juive à Winnipeg. À l'âge adulte, elle a décidé de s'installer en Israël. On vous parle de Vivian Silver, qui est morte le 7 octobre lors des attaques du Hamas dans le kibbutz de Be'eri en Israël. Elle avait 74 ans et aujourd'hui, ses funérailles avaient lieu dans l'État hébreu. Carla Oliveira nous en dit plus. 41 jours après les attaques du Hamas dans les kibbutz israéliens, l'heure est au recueillement à Gézer, dans l'État hébreu. Des dizaines de personnes sont rassemblées à la mémoire de la Canado-israélienne Vivian Silver. Ses amis et ses proches croyaient que cette travailleuse humanitaire se trouvait parmi les otages détenus par le Hamas. Mais sa mort a été confirmée lundi. Elle a été tuée lors des attaques du 7 octobre. Tragically, Vivian's future was stolen from her. Son avenir lui a été volé, affirme son frère qui a pris la parole lors de la cérémonie. C'est incroyable de voir autant de gens et de réaliser à quel point elle était importante pour eux, témoigne sa sœur. La Winnipégoise avait mis en place différents programmes d'aide pour les habitants de Gaza, notamment pour faire en sorte qu'ils puissent être soignés en Israël. Elle croyait en l'importance de mettre fin à ce conflit tordu. Elle croyait qu'à Gaza et autour de Gaza, nous méritons tous de vivre en paix, explique cette amie. Viviane, elle représentait un symbole aussi. Elle était elle, sa personnalité, son humour, son intelligence, sa finesse, mais elle représentait aussi un symbole, le symbole de la paix. Vivian Silver avait remporté de nombreux prix pour son engagement et a participé à la création d'un mouvement féministe et pacifiste israélien qui compte plus de 45 000 membres. Aujourd'hui, ceux qui l'ont connue promettent de poursuivre le chemin qu'elle a tracé. Ici Carla Oliveira, Radio-Canada, Montréal. Les réactions au décès de Carl Tremblay continuent d'être nombreuses. Dans le monde artistique, de nombreux musiciens qui l'ont rencontré ont tenu à rendre hommage à cet homme et à cet artiste. Nabi Alexandre Chartier nous en dit plus. Elle voulait faire la paix avec son lourd passé. Au lendemain du décès de Carl Tremblay, l'émotion est toujours vive. Sarah Dufour, qui s'est produite à plusieurs reprises en première partie du groupe, garde de leur rencontre un souvenir impérissable. Je pense que ce qui me laisse, c'est la simplicité et l'authenticité. Tu hébergeais ton vieux chum. Indéniablement, Carl Tremblay a su toucher le cœur des Québécois. Assurément, à mon sens, le plus grand meneur de foule de l'histoire de notre chanson. Je pense qu'ils ont réussi à mettre le doigt sur des affaires, justement, qui nous touchent tous. Louis-José Hood lui avait rendu hommage et lui avait dédié le plus récent gala de la disque. Et même s'il le savait malade, l'annonce de sa mort a été pour lui un choc. Bouleversé, ça... un peu tristesse, mais un peu de colère aussi, un peu mon Dieu, de surprise également, parce que on dirait que pour une raison ou une autre, je ne croyais pas vraiment à ce qu'il parte. Merci à tout le public québécois d'avoir fait de nous le groupe de l'année 2023. Jusqu'à la fin, Carl Tremblay a mené le combat et continué à chanter. Il était encore sur scène le 9 septembre au Festival Western de Saint-Tite. Malgré la mort, celle qui frappe et qui nous fait pleurer. J'ai aussi tellement d'admiration pour cet homme droit, grand, honnête et surtout extrêmement authentique. Tant qu'on aura de l'amour. Sur les réseaux sociaux, ses collègues artistes de différents univers tenaient à lui baisser leur chapeau. Des hommages qui ont dépassé les frontières du Québec. En France, le journal Le Monde parle d'un phénomène de société. À force de me dépasser. Avec leurs chansons, les Cowboys fringants ont su galvaniser les foules. Pas étonnant que de nombreux admirateurs aient ressenti le besoin de se réunir pour lui rendre hommage. Aujourd'hui, je pense que tout le Québec est en deuil. Sur Instagram, Jean-François Posé, le cofondateur du groupe, a déclaré « J'ai eu la chance de côtoyer un homme d'exception. J'ai beaucoup de peine aujourd'hui, mais je suis heureux de savoir que tes souffrances sont choses du passé. » C'est pris un billet. Malgré le décès de Carl Tremblay, la musique des Cowboys fringants n'a pas fini de résonner.
Leur comédie musicale Pop Royal prend l'affiche la semaine prochaine et un album posthume verra le jour en 2024. Ici Nabi Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal. Et cette mort précoce de Carl Tremblay suscite bien des inquiétudes quant à la maladie qui l'a emporté. Le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus mortel chez les hommes, mais cette maladie touche normalement les hommes plus âgés. Les cas sont rares chez les quadragénaires, mais comme l'explique David Gentil, la maladie est alors souvent plus virulente. Je suis ici pour vous annoncer qu'on m'a diagnostiqué un cancer de la prostate. L'annonce de sa maladie avait secoué et surpris parce que Carl Tremblay était dans la quarantaine. Une nouvelle qui a attristé Laurent Proulx, lui-même frappé par le cancer de la prostate à 48 ans. Il aurait été diagnostiqué à 43 ans, c'est qu'avant la norme de 45 ans. Donc, il tombait déjà hors norme pour être diagnostiqué. On recommande aux gens de se faire tester à partir de 50 ans. Parce que le cancer de la prostate touche surtout des hommes plus âgés. Reste qu'avec 11 % des nouveaux cas, c'est le troisième cancer le plus répandu. Et il fait, au Québec, 950 morts chaque année. C'est pas 1 % des cancers de la prostate qui ont un mode de présentation comme ça. Pour 1 % des victimes, le cancer de la prostate est découvert très tard lorsqu'il s'est généralisé. Et c'est encore plus virulent chez les jeunes, comme Carl Tremblay. Généralement, quand on fait du dépistage du cancer de la prostate, pour la majorité des hommes qu'on traite puis qu'on guérit, c'est des maladies qui sont complètement indolentes. Quand on les trouve chez des jeunes hommes qui n'ont pas fait l'objet de dépistage, c'est souvent parce que les maladies sont très avancées. Heureusement, c'est des situations qui sont très rares. Et puisque c'est rare, on ne conseille pas de dépistage chez les hommes de moins de 50 ans. De commencer à 50 ans, incidence familiale plus jeune, 45 ans, je pense que c'est des bonnes normes. Le cas de Carl Tremblay, c'est un cas d'exception. Bien des jeunes patients survivent malgré tout. Jusqu'à tout récemment, l'artiste a combattu. D'aller remettre un peu de jus dans la teinte, comme on dit, puis aussi de donner une chance au traitement de faire leur effet. Son décès, si jeune, permet au moins de rappeler les ravages que fait le cancer de la prostate. Ici David Gentil, Radio-Canada, Montréal. Un petit tour dans le ciel à présent. Bientôt, la mission Artemis 2 va décoller, bientôt, dans un an tout de même. Elle va transporter le premier astronaute canadien vers la Lune. Il s'agit de Jeremy Hansen, qui est originaire de la région de London, en Ontario. Il va s'envoler avec 3 astronautes américains pour jeter les bases de la reconquête de la Lune par la NASA. C'est Gabriel Garon qui nous raconte tout ça. Ce sera un moment historique. La première mission lunaire avec équipage depuis 1972, depuis le dernier vol du programme américain Apollo. We leave as we came, and God willing, as we shall return. And liftoff of Artemis 1. Après une mission test l'an dernier, la NASA enverra à nouveau des humains vers la Lune, et parmi eux, Jeremy Hansen. Le premier astronaute canadien à se rendre aussi loin dans l'espace, en orbite autour de la Lune. La deuxième pays au monde d'envoyer un astronaute en l'espace lointain, ça c'est quelque chose de fiable. Pour l'instant, Jeremy Hansen et son équipe passent la majorité de leur temps ici, au Centre spatial de Houston, au Texas. On va pratiquer beaucoup dans le simulateur. Et aussi les tests, parce que c'est la première fois qu'on a des humains sur cette fusée et dans la capsule Orion. Alors, on va faire beaucoup des tests des systèmes. L'entraînement est long et complexe, puisque l'équipage devra tout connaître et tout tester une fois en orbite pour préparer la mission des astronautes d'Artemis 3, qui, eux, poseront les pieds sur la Lune en 2025. Artemis 2 va tester toutes sortes de systèmes qui vont nous rassurer et nous dire, OK, la capsule est performante, on est en sécurité en orbite autour de la Lune, on peut revenir en sécurité sur Terre, alors atterrissons sur la Lune. L'Artemis 2, c'est juste la prochaine étape. Artemis 3, 4, 5, on va faire des choses extraordinaires. Avec Artemis, la NASA et ses partenaires visent l'installation d'une station spatiale autour de la Lune pour faciliter son exploration. À court terme, c'est justement pour apprendre à vivre un petit peu plus loin de la Terre, développer toutes les techniques qui sont nécessaires justement pour qu'on puisse établir une présence durable plus loin. La Lune est un terrain d'entraînement et d'essai formidable pour se préparer justement à aller à la planète Mars.
Pour le Canada, ce siège à bord de la capsule Orion vient aussi souligner l'apport important des astronautes, ingénieurs et entreprises d'ici aux missions spatiales à travers le temps. Le rôle du Canada est considéré comme étant exceptionnel. On est les experts mondiaux de la robotique spatiale. Donc, le Canada, en plus, pour le Gateway, va fournir un bras robotisé pour justement permettre l'assemblage et aussi l'entretien de cette station-là. Et on regarde finalement, en se basant sur notre expertise en robotique, voir qu'est-ce qu'on pourrait contribuer dans des missions futures. À un an du lancement, Jeremy Hansen garde les pieds sur terre et multiplie les conférences pour inspirer les prochaines générations, y compris ses propres enfants. Ils comprennent que c'est nécessaire d'avoir des grands objectifs et ils sont fiers de la Canada et ça, c'est important pour moi. Artemis II décollera du Centre spatial Kennedy en Floride en novembre 2024 avec à son bord 4 astronautes, les yeux rivés sur la prochaine étape de la conquête spatiale. Ici Gabriel Garon, Radio-Canada, Toronto. Et une grande question avant de se quitter, êtes-vous pour ou contre l'installation des décorations de Noël avant le 1er décembre? La Government House à Regina a tranché, la maison du gouverneur est déjà en train d'installer les cadeaux, les guirlandes et même l'arbre de Noël. On se quitte là-dessus. Merci d'avoir choisi Radio-Canada. Bonne soirée à tous.